Bonjour à tous, c'est Sinclair, et aujourd'hui j'aimerais vous embarquer dans une de mes nouvelles réflexions. Pourquoi tant de gens se complaisent dans la médiocrité et comment s'en extirper? Cette réflexion m'est venue pendant des cours auprès d'enfants. Pour vous mettre dans le contexte, je suis bénévole dans une association d'aide aux devoirs en banlieue. Chaque semaine, je partage mon temps et mes connaissances avec des enfants qui galèrent un peu à l'école pour les aider. Et j'ai vu chez eux se dessiner un certain culte de la médiocrité. Ils répètent sans cesse « À quoi bon soigner son orthographe quand tout le monde fait des fautes ? À quoi bon faire des équations ? Ça me servira jamais. » À l'inverse, lorsque j'ai donné des cours d'aide aux devoirs de la même manière au Sénégal, même si cela n'est pas comparable, là-bas, même le plus humble des écoliers arpentait le chemin de l'école avec une fierté et une soif d'apprendre. En France, j'observe un nivellement par le bas, et au Sénégal, on cultive l'excellence comme un trésor. D'un côté, l'éloge de la médiocrité, de l'autre, le culte de l'élitisme. Alors aujourd'hui, lorsqu'on pense au mot médiocre, on pense à quelqu'un de faible, de mauvais, d'insuffisant. Mais étymologiquement, médiocre vient du latin mediocris, qui veut dire moyen. C'est dans ce sens-là que j'emploierai le mot médiocre au cours de cet épisode. Chez ces enfants vivant en France, donc, il y a une certaine fausse fierté à ne pas connaître ces tables de multiplication, à faire des fautes d'orthographe, ou encore à se taper des tolls aux examens. Ils glorifient leurs fautes, ils glorifient leurs erreurs de calcul, ils glorifient leurs échecs aux examens. Or, si le ratage cesse d'être douloureux, pourquoi s'en écarter ? Il faut comprendre que le jour où l'échec cesse d'être douloureux, il cesse d'être redouté. On glorifie ces lacunes pour qu'elles deviennent la norme. On arrête de viser le progrès, on se contente du suffisant. C'est ainsi que commence le nivellement par le bas. On abandonne l'idée de viser mieux, de tendre vers le grand, et on se complaît dans le médiocre. Ainsi, avec la diminution des élites, la moyenne, mathématiquement, recule. Et cette pente douce de la médiocrité s'étend pas seulement chez les jeunes, mais également dans tous les étages de notre société. Mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas meilleur que les autres. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que moi aussi, pendant longtemps, j'ai été pris dans cette spirale de l'éloge de la médiocrité. J'en étais même un prédicateur convaincu. À quoi bon avoir 18 sur 20 quand 12 suffit à passer l'année ? Ça a été ma philosophie pendant la majeure partie de mes études supérieures. Mais alors comment m'est venue cette mentalité à prêcher le médiocre partout ? D'abord, la vérité c'est que le monde nous pousse à rester dans le rang, à être moyen, à ne pas faire de vagues, à ne pas rêver trop grand, à ne pas vouloir plus. Mais alors comment il s'y prend ? Simplement en ridiculisant, en minimisant ou en décourageant toute ambition un peu trop haute. Et personne n'est exonéré de ces critiques. Avec un train de retard, j'ai regardé la semaine dernière le document d'Inoxtag sur l'ascension de l'Everest. Je ne suis pas particulièrement en ces vidéos, mais là ce projet m'a réellement mis une claque. Et à l'annonce de son défi, 2 types de réactions négatives ont fusé dans les médias. D'abord, les décourageantes. L'Everest pour un youtubeur qui retourne faire des vidéos dans sa chambre. Puis il y a eu d'un côté les dénigrantes. C'est un caprice d'enfant gâté, encore un influenceur qui veut faire le buzz. Et l'empreinte carbone dans tout ça. Découragement et dénigrement. Voilà les 2 méthodes mises en place par la société pour garder quelqu'un dans les rangs. Alors posez-vous la question.
La dernière fois que vous avez évoqué un projet ambitieux, un rêve, un objectif un peu fou, comment vos proches ont réagi? Par le soutien? Le scepticisme? Ou encore un mépris déguisé? Et inversement, vous, la dernière fois que l'on vous a parlé d'un projet ambitieux, comment avez-vous réagi? Avez-vous soutenu le projet? Ou avez-vous également fait preuve d'un mépris déguisé? Comme je le disais tout à l'heure, les gens n'aiment pas quand vous faites trop de vagues, quand vous sortez du moule, ça dérange. Mais alors pourquoi? Par peur? Par frustration? Ou tout simplement par jalousie? Pour ma part, c'était la jalousie. La réussite des autres me renvoyait à mon propre échec. Alors je me réfugiais dans la moyenne et je me réconfortais en m'entourant de personnes comme moi, moyennes, pas trop ambitieuses, pas trop brillantes, juste assez pour ne pas me forcer à me remettre en question. En s'entourant de gens moyens, on se réconforte ainsi dans sa vie pathétique. Et au lieu de pousser son entourage à aller plus loin, au contraire, on tend à les retenir auprès de nous et de notre médiocre certain. Je parle souvent de l'importance de rêver. Eh bien, en y réfléchissant bien, je me rends compte que je me suis mis à faire l'éloge de la médiocrité le jour où j'ai arrêté d'avoir des rêves. D'avoir des rêves concrets. Si je suis moyen, médiocre, alors tout le monde doit l'être également. Et personne ne doit avoir de rêves trop grands. Le jour où j'ai cru que les élites, les ambitieux, les bâtisseurs étaient des anomalies ou des privilégiés, des gens qui ont eu de la chance, qui avaient plus d'argent ou plus de temps, plus de contacts que moi, c'est là où je suis tombé dans le mythe de l'éloge de la médiocrité. La vue de leur réussite me renvoyait aux propres échecs de ma vie. Et je me suis conforté dans ma médiocrité au travers d'excuses bidons. Voilà la vérité. J'avais en horreur ce culte de l'élitisme car je le croyais réservé à certains élus dont je ne faisais pas partie. Je me suis trouvé des excuses, des raisons toutes faites pour justifier mes choix, mes non-choix dirais-je plutôt. Et j'ai sombré dans le confort pathétique. Pendant longtemps, j'ai eu une haine irrationnelle du mot élite. Je croyais fermement que ce mot ne m'était pas destiné. Alors j'ai défendu le moyen, je l'ai glorifié. J'ai méprisé ceux qui visaient plus haut. Paresseux, je me contentais de la moyenne et l'érigeais comme une fin en soi. Mais l'élitisme existe, qu'on le veuille ou non. Dans certaines familles, il se transmet dès l'enfance. Dans certaines écoles, il se cultive. Et dans le monde du travail, il décide tout. Et si tu t'accroches à la médiocrité, tôt ou tard, tu vas te faire balayer. Parce que pendant que tu trouvais des excuses, d'autres, eux, faisaient le taf. Il faut se défaire de l'illusion du culte de la médiocrité le plus rapidement possible. C'est primordial pour avancer et évoluer. Moi, j'ai fui mes responsabilités pendant longtemps. Je noyais mes regrets dans l'alcool, je rigolais de mes échecs et je me moquais de ceux qui persévéraient. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu tout ce que j'aurais pu être si je n'avais pas passé mon temps à me convaincre que je n'étais pas fait pour rêver grand. Alors sortez de cette mentalité de médiocre. Cessez de vous fuir. Soyez radicalement honnête avec vous-même. Reconnaissez vos peurs, vos failles. Arrêtez de justifier vos lacunes et vos échecs. Réembrassez vos rêves. Repensez à l'enfant que vous étiez, à ses ambitions d'endosser un rôle, de changer le monde, de construire quelque chose de grand. Autorisez-vous à nouveau de rêver sans limite
ni concession. Alors, dès à présent, listez toutes vos lacunes que vous avez accumulées au cours de votre vie. Identifiez ces subterfuges que vous avez mis en place pour éviter de combattre ces lacunes et mettez des plans d'action en place. Rendez-vous compte à quel point vous avez renoncé à certains combats par simple flemmardise. Rendez-vous compte à quel point faire l'éloge de la médiocrité vous a rendu paresseux, pathétique et envieux. Cessez de vous fuir. Le premier pas vers la réhabilitation de vos rêves, c'est d'arrêter de fuir votre propre potentiel. N'ayez pas peur de la culture de l'élitisme. Elle n'est pas réservée à une caste d'élus, mais à ceux qui osent affronter la difficulté, qui rêvent grand et qui travaillent dur pour sublimer la laideur ambiante et révéler le beau, le grand et l'éternel. Nous voilà donc arrivés au bout de cette exploration de la médiocrité et de ses antidotes. La médiocrité n'est pas une fatalité, c'est un choix. Tu peux l'embrasser comme un bouclier ou la défier comme un adversaire. Nous avons vu comment l'éloge du moyen nous freine, nous enferme et conduit fatalement à un nivellement par le bas. Nous avons identifié les éléments déclencheurs, cette culture sociale du découragement et du dénigrement qui transforme la réussite en caprice. Nous avons pris conscience et posé un plan d'action clair pour désapprendre la facilité, cesser de nous fuir, dresser la liste de nos lacunes, réembrasser nos rêves et progresser. Chaque rêve réanimé, chaque objectif défié vous élève au-dessus de la moyenne. Choisissez d'être l'architecte de votre élévation plutôt que l'artisan de votre propre sûreté. Osez sortir de votre zone de confort. Chaque petite victoire conquise sur vos failles vous rapproche d'une version plus grande de vous-même. L'élitisme dont je vous parle n'est pas une question de privilège, mais de mentalité. Celle de ceux qui refusent la complaisance. Celle de ceux qui veulent laisser un héritage puissant. Celle des éternels rêveurs. Alors, merci de m'avoir écouté. Si ce message vous parle, partagez-le, commentez-le. Je crois que c'est ça qu'il faut dire à la fin d'un épisode. Mais surtout, j'aimerais vous dire de passer à l'action, d'arrêter de vous fuir et de rêver grand. C'était Sinclair et à bientôt.